commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Dans le cadre des auditions qui ont trait à la question du chanvre dit bien-être et de la question du CBD, nous inscrivons nos travaux plus spécifiquement dans le cadre de cette question du cannabidiol, comme nous l'avons engagé déjà depuis début juillet. Et nous recevons pour cette première audition les représentants du cabinet de conseil Augur Associates, à savoir M. Benjamin Alexandre Jeanroy, qui est là avec nous, et M. Aurélien Bernard, qui est aussi là, mais grâce à la visioconférence. Et donc je vous précise que l'audition hybride à laquelle à laquelle nous allons procéder et rediffuser sur le site internet de l'Assemblée nationale dans le cadre de nos travaux. Alors, Benjamin Alexandre Jeanroy est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a effectué plusieurs missions de conseil pour des organisations internationales et notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Membre de plusieurs clubs de réflexion et de collectifs citoyens, et notamment du collectif Thémis, spécialisé sur les politiques publiques de la drogue en France. Et en 2018, donc, vous avez fondé le cabinet de conseil Augur, spécialisé dans l'industrie du chanvre, et vous en avez pris la direction en tant que président-directeur général, et vous collaborez à ce titre régulièrement avec le syndicat professionnel du chanvre, le SPC. Et Aurélien Bernard qui est avec nous en visioconférence, diplômé de l'École supérieure de commerce de Rennes, ancien chef de projet pour Webedia qui est un éditeur de médias en ligne et créateur du site Newsweed qui est le média de référence en France depuis 5 ans sur l'actualité légale et mondiale du cannabis et cofondateur du cabinet Augur en 2018. Alors, avant de céder la parole au rapporteur général, et je vous céder la parole pour un propos liminaire qui précédera nos échanges avec les collègues ici présents, simplement pour rappeler que vous avez publié 2 livres blancs, un en août 2019 sur le cannabis thérapeutique qui a occupé la première partie des travaux de notre mission. Et vous avez engagé au printemps 2020 une nouvelle campagne médiatique, cette fois de promotion du chanvre dit bien-être, en publiant un livre blanc qui s'intitulait « Le chanvre de bien-être en France, répondre aux enjeux d'une filière sécurisée et responsable », qui a été publié exactement le 20 avril 2020. Vous êtes aussi à l'origine d'un manifeste qui a été publié pour le renouveau de la culture du chanvre, qui était dans le Parisien le 7 juin 2020 avec certains co-signataires du monde politique ou de la société civile. Voilà pour citer vos travaux dans les grandes lignes, et je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense que vous aurez à cœur de nous rappeler les modalités d'élaboration du livre blanc et puis de nous donner les différentes positions qu'il contenait, notamment sur la place que doit prendre le chanvre bien-être et thérapeutique dans une éventuelle économie réglementée de ce sujet. Monsieur le rapporteur général, est-ce que vous souhaitez apporter des compléments à ce propos liminaire ? Alors, le propos liminaire était très complet. Je vais laisser nos interlocuteurs se présenter. Et je pense qu'au cours de votre propos, il sera intéressant particulièrement de nous parler de tout ce qui concerne en fait la classification du CBD au niveau Novel Food, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui important au niveau européen qui peut justement bloquer un certain nombre de développements de ce cannabis qu'on dit bien-être. Donc Novel Food, nouvel aliment, qui est une classification européenne, et puis l'éternel débat qu'on a eu déjà à de nombreuses reprises au cours de cette mission sur les taux comparatifs CBD-THC. Quelles sont selon vous les préconisations à adopter, quels sont les seuils d'innocuité au niveau de la santé, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, quel est le danger éventuel au-delà d'un certain seuil de ce taux de THC. Voilà un peu les éléments, je pense, que vous allez détailler au cours de votre intervention. Je vous remercie. Alors, je vous propose de vous céder la parole, peut-être, Monsieur Jean, vous commencez.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les co-rapporteurs, Messieurs, Mesdames les députés. Je vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir présenter un petit peu plus en détail ce travail. On va juste passer sur le sommaire, peut-être, qui a été lié aux questions qu'on a reçues préalablement. Donc on va vous parler de la genèse de ce livre blanc, comme on l'a mis en place. Puis on va aller sur les zones d'ombre réglementaires, comme M. Moreau a pu le mentionner, particulièrement la question du novel food. Puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire en termes de régulation pour être adapté au marché et à la sécurité des consommateurs. Et on va finir par quelques points de vigilance qu'on aimerait souligner. Donc on va passer la slide où on se présente, je pense que ça a été fait, juste pour préciser que la création de ce cabinet Augur Associates, elle a été faite pour accompagner le développement le plus sain, le plus conscient, le plus réaliste de la filière française du chanvre bien-être dans un écosystème européen en pleine expansion. Donc, je vais laisser Aurélien prendre la parole sur la genèse du livre blanc. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je vous remercie également de nous recevoir aujourd'hui. Ce second livre blanc est effectivement la suite d'un premier qu'on avait fait sur le cannabis thérapeutique, toujours en collaboration avec le syndicat du chanvre. Et il nous avait semblé opportun, avec la création de cette mission qui nous accueille aujourd'hui, de rassembler l'ensemble des connaissances disponibles sur le chanvre bien-être et le CBD, dans l'optique de répondre aux enjeux d'une filière sécurisée, responsable, et d'en déduire certaines recommandations. C'est un travail qui nous a pris à peu près 1 an de recherche en collaboration avec de nombreux experts associés, avec une rédaction entièrement par Benjamin et par moi. Et nous avons évidemment fait appel à notre réseau professionnel et à notre réseau d'experts pour confirmer ou infirmer et préciser certaines informations pour livrer le travail le plus juste et le plus véridique possible sur le sujet. On a par exemple collaboré avec le IHA sur certaines parties que vous allez recevoir juste après. Je préciserai, car c'était une question, qu'aucune institution n'a participé à la rédaction de ce livret, ni entreprise, qu'elle ait été partenaire ou autre. Il y a eu évidemment des relectures avec des commentaires qui ont été apportés, mais ce travail a été fait en toute indépendance. On va passer sur la problématique novel food qui reste particulièrement complexe. Je pense que vous avez pu l'observer. Et puis, elle est en constante évolution aujourd'hui. Donc, petit rappel, même s'il n'y a pas forcément besoin, que ces aliments sont considérés comme étant en ayant été non consommés par l'être humain sur le continent européen avant 1997. Le IHA dont on a parlé, qui vous en parlera juste après, a fait un énorme travail historique de recherche et de présentation devant les autorités européennes pour montrer la consommation du chanvre, notamment de sa sommité, et donc par association du CBD avant 1997. On en voit un exemple ici avec une recette italienne à base de fleurs de chanvre. Jusqu'en 2019, le CBD n'était pas considéré comme novel food si il était présent dans les taux, comme dans les taux naturels de la fleur. Évidemment, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un taux naturel avec le développement croissant des nouvelles variétés et des génétiques qu'on voit apparaître sur le marché. Mais il s'agit très clairement ici d'une volonté communautaire de réguler le secteur du CBD. Et notre observation, c'est que cela crée une barrière réglementaire à l'entrée extrêmement forte qui va laisser de nombreux acteurs sur le côté, ne pouvant se permettre d'obtenir cette certification. Donc il s'agit de l'EFSA, l'autorité européenne de régulation de la nourriture. Aujourd'hui, on a appris il y a quelques jours que cette instance il semblerait stopper les certifications de certains produits qui étaient en cours pour le catalogue Novel Food. Il semblerait que ce soit lié à une attente de réponse du débat qui est en cours aujourd'hui à l'OMS vis-à-vis de la reclassification du CBD, qui pose la question, effectivement, qu'est-ce que le CBD? Est-ce que c'est un aliment? Est-ce que c'est une drogue? Aujourd'hui,
aujourd'hui, on ne sait pas, car il n'est pas classifié au niveau international, ni au niveau français d'ailleurs. Il y a un autre jugement qu'on attend aussi à la rentrée, qui est celui de l'affaire dite Canavap, qui pourrait nous aider aussi à y voir plus clair, on espère. On a eu les recommandations du rapporteur général qui semblent aller vers un changement de régulation, vers une acceptation de l'utilisation de la fleur notamment. Donc ça, c'est des questions qui restent primordiales, qui sont encore en suspens. Le IHA, ils vont vous en parler, je pense. Ils sont en train de soumettre plusieurs dossiers, il me semblerait 4 dossiers, aux autorités administratives européennes et britanniques, au nom d'un consortium d'entreprises, pour essayer de faciliter ces processus de certification. C'est une solution qui est remarquable au vu des moyens de la filière, de la jeunesse de ces acteurs, mais malgré tout, ça reste une action qui est limitative, car de nombreux, voire la plupart des acteurs ne pourront participer à ces processus. Donc notre recommandation, c'est que la France a la latitude pour mettre en place ses propres règles, puisque le catalogue Novel Food est un catalogue indicatif, il n'a pas d'assises obligatoires. Et donc cette régulation peut passer effectivement par un seuil de CBD, par exemple maximal, par type de produit, par portion, par packaging. Évidemment, ces seuils doivent être accompagnés d'une limitation de THC qui pourrait, par exemple, être égale au produit but. Le EFSA estime qu'il faut environ entre 18 et 36 mois pour qu'une demande de novel food soit examinée en vertu des règles relatives aux nouveaux aliments. Mais le IHA et nous-mêmes considérons que le processus pourrait être encore plus long. On le voit aujourd'hui puisqu'il est à l'arrêt sur les cannabinoïdes naturels. Le coût de la présentation d'une demande de nouvel aliment, ça varie en fonction des droits perçus par les autorités des États membres, ainsi que des exigences en matière de données fixées pour les demandes, et ainsi que des données supplémentaires qui peuvent être demandées à la suite d'objections de sécurité soulevées par d'autres États membres. Donc ça peut prendre énormément de temps. Concernant le prix, 300 000 €, c'est une estimation qu'on a faite et qu'on a reproduite dans le livre blanc, qui a été faite par le EHA ainsi que par une association britannique, l'ICI. Cette estimation a été basée à partir d'applications hors cannabinoïdes, forcément. Mais c'est une estimation, c'est un coût important. Et évidemment, il peut s'accroître si les délais sont aussi accrus. Je vais laisser ensuite Aurélien continuer sur la partie de la régulation adaptée et la question des seuils de concentration. Merci Benjamin. Des questions effectivement que vous nous avez transmises. Se pose la question principale et qui était la finalité du livre blanc, celle d'une régulation adaptée. Notre propos était de dire qu'une réglementation souple et ancrée dans le réel permettrait de sécuriser le consommateur et les pouvoirs publics sans brider le développement d'une filière économique française d'excellence. La première question est celle des seuils de concentration en CBD et en THC qui peuvent différer selon la finalité du produit ainsi que selon leur nature. On peut aussi penser à d'autres critères comme le mode d'administration, le domaine d'indication, la dose maximale ou l'étiquetage qui permettraient d'affiner davantage une réglementation française. Et puisque c'est le cannabidiol qui nous réunit aujourd'hui, mais on aura la question aussi avec les autres cannabinoïdes non euphorisants comme le CBG. Une réglementation rigoureuse de l'accès à ces produits permettra un contrôle pertinent de leur qualité, tout en permettant leur accès du fait du large éventail d'effets physiologiques bénéfiques et du profil d'innocuité favorable du CBD. Notre position, qui est une position maximale, serait de ne pas limiter le dosage de ces produits pour différentes raisons, mais on comprend tout à fait la nécessité de séparer les usages, notamment bien-être et thérapeutique, et du coup d'indiquer des dosages maximales. C'est dans cet esprit qu'on a proposé des échelons différents. Je préciserai ici qu'on sait tous que le CBD est majoritairement consommé dans un usage bien-être, mais qu'il l'est aussi à moindre échelle dans un usage thérapeutique et qu'aujourd'hui n'entre pas en concurrence avec un éventuel cannabis médical qui n'existe pas en France et que le jour où du cannabis médical sera
pourra être prescrit, les produits CBD à usage bien-être seront tout à fait différents. On aura une qualité pharmaceutique sur le CBD à usage médical avec une prescription et pourquoi pas un remboursement, alors que les produits CBD à usage bien-être seront disponibles dans des magasins spécialisés ou comme en grande surface, comme ils le sont déjà aujourd'hui. Et la catégorie de produits qui nous semble la plus à même de nécessiter une séparation de dosage est celle de l'alimentaire et notamment celle des huiles CBD. On a basé notre proposition sur les études scientifiques qui démontrent que le CBD n'a pas d'activité pharmacologique notable en dessous de 200 mg par jour et par adulte en moyenne, et c'est pour ça qu'on propose un seuil entre 100 et 150 mg par jour par adulte pour dissocier l'usage bien-être et l'usage thérapeutique. L'usage bien-être en dessous des 100 à 150 mg qui permet d'accompagner le traitement des troubles du sommeil et de l'humeur, de la migraine, de stress ou le repos musculaire suite à l'exercice sportif et qui serait qualifié de produit pharmaceutique. Je préciserai juste que c'est l'efficacité de limiter tout à fait avoir des huiles à 2000 ou 3000 mg, ce qui permet de répartir les dosages au sein d'un même contenant sur plusieurs jours. On a d'autres produits qui posent moins de soucis. Pardon Aurélien, la liaison est mauvaise là. On vous a perdu. D'accord. Dans les cosmétiques, on n'a pas de transmission. Ah, vous m'avez perdu quoi? Oui. Allô? Au moment des autres produits. Donc on a d'autres produits, si vous m'entendez, qui posent moins de soucis. Qui sont par exemple donc les cosmétiques où on n'a pas de transmission de CBD dans le sang, sauf avec en transdermique, avec des applications transdermiques qui sont un peu plus complexes, les liquides CBD qui sont déjà vendus en magasins spécialisés et chez les buralistes, et reste le cas des fleurs et des concentrés. Notre propos est qu'il serait dommage de reproduire l'interdiction actuelle du cannabis sur des produits de chanvre et de CBD, de dissocier un CBD légal et illégal à partir d'un certain dosage. On rappellera aussi que botaniquement parlant, les variétés actuelles de CBD ne dépassent pas un certain seuil et que le taux de CBD est lié au taux de THC de la plante, et qu'aujourd'hui, donc ces fleurs peuvent avoir un intérêt certain. On y reviendra. Merci. Je compléterai, avant de rentrer sur la question du THC, sur la question de la méthode et du coût entre les différents processus d'extraction. Ça avait été une question qu'on nous avait transmise. Donc, il y a deux types d'extraction particulièrement utilisés. La première, c'est l'extraction par CO2 supercritique, qui est une extraction avec du dioxyde de carbone mis sous pression à haute température. Donc, cette méthode d'extraction peut permettre à l'ensemble des composants de la plante d'être extraits en y intégrant une chromatographie complète. Cela permet de sélectionner les cannabinoïdes ou les terpènes à extraire. C'est très coûteux en investissement et c'est plutôt pour des opérations à grande échelle. Puis on a l'extraction par solvant qui utilise donc des solvants comme du butane, le propane, l'éthanol ou l'hexane pour en extraire les principes actifs. La solution est ensuite filtrée et concentrée par un processus de distillation. C'est moins coûteux, mais c'est également moins raffiné. Cette question, elle est importante et évidemment liée à la question du THC. Je voudrais déjà revenir sur cette question du zéro trace. Le zéro trace, au-delà de ne reposer sur aucune base légale, ne repose sur aucun principe scientifique. Aujourd'hui, on est en droit de se demander comment cette interdiction impacte et impactera la filière traditionnelle du chanvre, car aujourd'hui, on peut se retrouver avec des produits qui vont avoir des traces de contaminants de THC, par exemple l'huile de chanvre que l'on retrouve dans les magasins de grande consommation.
cette qualification du zéro trace est aussi problématique par rapport à la question de ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Et l'effet d'entourage, c'est l'effet combiné des principes actifs de la plante. Hein, un principe actif, une molécule, va avoir un effet moins puissant si elle n'est pas accompagnée des autres molécules de la plante. Et c'est le cas pour le CBD avec le THC. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, même si effectivement, il reste encore beaucoup de choses à étudier sur ce principe. On imagine aussi, et c'est pour finaliser les propos de mon associé, d'avoir des taux limites différents en fonction de la catégorie des produits. On pourrait évidemment avoir des produits qui sont labellisés chanvre bien-être, avec une limitation de THC très, très spécifique, et effectivement une limite plus basse pour les produits de grande consommation que l'on pourrait retrouver dans les grands magasins ou dans la petite épicerie du coin. Ce taux, pour nous, c'est une question primordiale et avec les nombreux acteurs de la filière avec qui on a pu échanger, de réfléchir à la nécessaire évolution du taux. Et pour ça, plusieurs raisons. Évidemment, ce taux doit être relevé jusqu'au dessous de son stade d'activation dit euphorique. Et ça, on a plusieurs exemples dans d'autres pays du monde qui montrent que c'est tout à fait possible. Cette limitation de THC, elle limite en fait le génie botanique accessible aux entrepreneurs, ainsi que le génie botanique de chacune des variétés. On a des variétés plus pauvres en cannabinoïdes, il faut des très grandes quantités de chanvre pour pouvoir en extraire un tout petit peu de CBD, et puis bien sûr, évidemment, les autres composants actifs qui pourraient avoir un intérêt bien-être, les terpènes, les flavonoïdes et d'autres cannabinoïdes non euphorisants sont aussi appauvris. Cette limite de 0,2 n'est pas liée à une législation européenne. Elle est liée au cadre de la PAC. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il y a des négociations pour faire relever ce taux-là à 0,3%. Et ces discussions prennent part dans les instances qui s'occupent de renégocier les principes de la PAC. Donc ça, c'est intéressant de l'observer, et on le voit en pratique que de nombreux autres pays ont déjà sauté le pas et sont déjà passés à une limite supérieure. L'autre point important, je pense, qu'il y a à noter, c'est que si on prend par exemple l'exemple de la Grèce, ils ont une évolution très pratique, très réaliste du sujet, en intégrant des nouvelles variétés à fort taux de CBD qui restent en dessous de leur limitation de THC, qui n'étaient pas présentes auparavant dans le catalogue national de plantes autorisées. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en France très facilement. Sur cette question du relevement du taux de THC, il y a un premier stade, je pense, qui est intéressant d'observer, entre 0,3% et 0,5%. 0,3%, on a un nombre extrêmement important de pays, en tout cas en termes de puissance de marché, qui sont passés à cette limite. On a évidemment en Europe la République tchèque ou le Luxembourg, mais on parle surtout aujourd'hui des États-Unis, du Canada, de l'Inde, puis de la Chine, qui sont les principaux acteurs mondiaux de production de chanvre bien-être. Et on a l'Italie qui très récemment est passée à une autorisation de 0,5% dans la culture. Et ça, c'est lié à un sujet qui est celui de l'augmentation des températures, du réchauffement climatique, de l'ensoleillement des plantes qui naturellement va faire remonter le taux de THC. Donc, il y a forcément un principe d'inéquité en fonction que vous soyez plus au nord et plus au sud de la métropole, et encore plus évidemment pour les territoires d'outre-mer. Donc on l'a vu, le Parlement envisage de rehausser cette limite à 0,3% dans les négociations de la nouvelle PAC. Et pourquoi ils le font? Parce qu'on se rend compte notamment que pour la question du CBD, on arrive rien qu'avec cette augmentation de 0,1% à accéder à une palette de variétés beaucoup plus importante. Aujourd'hui, à 0,3% de THC, on peut avoir des variétés de THC qui montent jusqu'à 15% de CBD. Et donc, ça implique qu'on a besoin de faire moins de chanvre pour extraire plus de CBD in fine. Sur les variétés suisses de 1%, on peut monter jusqu'à 20% de CBD.
en parlant de cette question de la Suisse, qui a décidé effectivement de mettre sa limitation à 1%, c'est celle qui a commencé cette initiative, cette tendance au niveau mondial. Aujourd'hui, elle a été rejointe par l'Équateur la semaine dernière, l'Uruguay, l'Afrique du Sud, le Malawi, la Thaïlande, qui sont pas vraiment considérés comme des pays foncièrement pro-légalisation ou foncièrement avec un historique important de production de ces produits sur leur territoire, mais ils se sont aperçus qu'il y avait une véritable opportunité commerciale, tout en permettant de sécuriser le consommateur vis-à-vis de cette limite de 1%. Aujourd'hui, il faut prendre en compte que, et on le voit avec l'exemple suisse, que cette limitation jusqu'à 1% n'impacte pas les capacités cognitives de l'être humain. Aujourd'hui, il n'y a pas de débordement sanitaire, il n'y a aucune problématique de sécurité de la filière et il n'y a pas de mésusage des installations du chanvre bien-être. La dernière chose importante sur ce 1% de THC, je pense que c'est que faisons-nous pour vérifier quel est le chanvre légal du cannabis/chanvre illégal riche en THC. Aujourd'hui, on a des outils qui existent déjà, notamment en Suisse ou au Canada, qui permettent très simplement à l'officier de police de vérifier la teneur en THC des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. On pourrait aussi faire en sorte de accroître la recherche et le développement sur cette question en France. On va y revenir dans la dernière partie. Effectivement, et outre les points que Benjamin a relevés, la France risque à terme de devoir justifier des restrictions qu'elle impose à l'utilisation commerciale et industrielle du chanvre, d'où la nécessité d'avoir un cadre légal approprié. Donc, on pense ici notamment à l'affaire Canavape, mais je pense tout particulièrement aux dizaines, voire centaines d'entrepreneurs et agriculteurs français qui ont déjà franchi le pas ou qui sont désireux d'accéder au marché, dans un contexte qui est très concurrentiel, qui implique de faire évoluer le cadre réglementaire pour permettre le développement durable d'une filière à fort potentiel, un contexte international aussi, où tous les pays limitrophes à la France autorisent déjà la culture de chanvre à vocation CBD et l'essentiel des produits vendus aujourd'hui en France viennent de l'étranger, et ce qui permettrait en France de favoriser l'émergence d'un secteur de transformation de la fleur de chanvre par une politique volontariste et encadrée pour réduire d'une part les méfaits potentiels de produits non régulés et d'autre part offrir un cadre de travail serein aux professionnels qui sont concernés. On avait assisté à l'été 2018 à une vague de perquisitions sur ces magasins qui vendent du chanvre, un produit qui est légal. On a eu une accalmie ces derniers mois, une reprise ces dernières semaines des perquisitions et parfois des destructions de tisanes extrêmement dangereuses faites de chanvre et qui mettent à risque les professionnels du secteur qui aujourd'hui nous font remonter leur impatience et la nécessité d'avoir un cadre légal qui sécuriserait leur travail. Suite, dans le cadre du livre blanc, on a vu énormément d'exemples étrangers, on en a retiré certaines bonnes pratiques et notamment des écueils à éviter. On a vu en Belgique et au Luxembourg qu'une fiscalité trop forte pouvait nuire aux petits acteurs, notamment qui pouvaient soit ne pas s'acquitter des taxes ou la pression fiscale qui rendait leur business moins rentable. Et les zones limitrophes de la France, en bordure des pays étrangers qui ont une législation plus laxiste, qui pourraient aller, et qui le font déjà, mais aller se fournir à l'étranger pour des produits qui pourraient être disponibles en France. Un deuxième point, ce serait d'assurer une communication claire auprès des acteurs bancaires dès qu'une évolution réglementaire serait effective. Aujourd'hui, les entrepreneurs français ont parfois du mal à ouvrir un compte bancaire quand ils proposent du CBD ou du chanvre dans leur gamme de produits. Ce serait faciliter l'accès à l'ensemble des acteurs que d'avoir un discours clair
dans ces entités. Et un dernier point, ce serait, on sait que parfois l'administration française peut être tout particulièrement complexe, ce serait faire émerger une seule entité administrative qui soit l'interlocutrice unique et qui gère l'ensemble de la profession, que ce soit l'autorisation des cultures, le contrôle des installations et des produits, ou l'agrément des nouvelles variétés ou des semences, en cheville possiblement avec le ministère de l'Agriculture, et un outil qu'on a vu à l'étranger qui s'avère particulièrement utile, la mise en place d'une plateforme en ligne pour centraliser toutes ces demandes administratives. Je compléterai effectivement par dire que la réglementation implique souvent coût pour l'entrepreneur et les acteurs économiques. Et il faut être conscient aussi de cette charge potentielle sur les plus petits acteurs, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient entrepreneurs. C'est pour cela qu'on proposait aussi également la subvention des analyses pour les producteurs de chanvre à faible revenu. Pour finir, je voudrais souligner quelques points qui nous ont paru importants. Le soutien à la recherche sur ce domaine du bien-être, notamment autour du système endocannabinoïde qui nous permet de gérer les cannabinoïdes, ainsi que sur l'effet d'entourage dont nous avons brièvement parlé. Également avoir un soutien important à la mise en place d'écosystèmes financiers favorables au développement de centres d'excellence, tels que les incubateurs ou les accélérateurs de la filière. Je pense qu'il y a un autre point important qui est celui du développement de la culture traditionnelle, historique, industrielle du chanvre. Aujourd'hui, le chanvre représente une chance pour la France. La possibilité d'offrir des alternatives écologiquement viables à de nombreux matériaux tels que le plastique, le béton, le papier, l'acier ou encore le carburant. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur cette dimension et il faut que l'engouement porté par cette filière du bien-être permette aussi de faire évoluer la filière industrielle. Et enfin, juste pour terminer, je pense qu'il y a un principe qui est extrêmement important dès maintenant, qui est celui de la conduite automobile. Aujourd'hui, il faut réfléchir et faire émerger rapidement des tests qui permettent d'évaluer véritablement l'incapacité de conduite des consommateurs et non plus simplement être fixé sur un taux de THC présent dans la salive ou le sang qui ne représente pas le niveau d'incapacité du conducteur à l'instant T. Et dès aujourd'hui, on peut permettre de différencier les consommateurs bien-être avec les consommateurs cannabis THC en faisant des détections via le sang. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette limitation à 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. C'est évidemment un moyen intermédiaire. Il n'est absolument pas satisfaisant ni pratique. Donc on finira sur cette partie-là. Je vous remercie de votre écoute et on est à votre disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors effectivement, on a un bon quart d'heure pour les échanges et les collègues sont nombreuses et nombreux ici. Donc je vous propose que je prenne une série de questions et puis que vous puissiez répondre, vous et Monsieur Bernard. Alors qui souhaite commencer? Jean-Baptiste, tu commences et puis je distribue la parole ensuite. Oui, quelques précisions. En effet, dans votre présentation, vous parlez de différents taux de THC allant jusqu'à 1% suivant les pays, mais je n'ai pas vu de référence à des études scientifiques qui faisaient état en fait, de l'influence de ce taux de THC sur les capacités cognitives de l'individu. Est-ce qu'il y a des choses et des études de mener? Parce qu'on peut dire 0,2, on peut dire 1, 2, 3, 10, ça ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce qu'on a des données scientifiques de médecins qui nous disent quelle est l'altération de la conscience qui est provoquée par tel ou tel taux de THC? Parce qu'à mon avis, c'est plus ça qui doit nous guider s'il doit y avoir une réglementation que de dire, voilà, est-ce que c'est 0,2, est-ce que c'est 1? Aujourd'hui, ça me semble compliqué à déterminer. Et puis, sur les produits alimentaires, on a auditionné il n'y a pas longtemps les syndicats professionnels du chanvre et ils nous disaient, eux, plutôt plaider pour 70 mg comme taux maximal, alors que vous parlez de 160 mg. Donc, je voulais savoir d'où venait cette différence, enfin, comment étaient déterminés ces différents seuils. Merci.
Je distribue encore la parole pour quelques questions. Qui souhaite prendre la parole? Non. Oui, Caroline. Oui, merci. Moi, je vais malheureusement devoir vous quitter, donc je ne vais pas pouvoir poser des questions puisque je ne pourrai pas écouter la réponse. En tout cas, je voulais vous remercier pour les éléments très clairs et très précis dont vous nous avez fait la présentation aujourd'hui. Et voilà. Et puis, je ne doute pas que nous aurons d'autres occasions pour échanger. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Là. Alors, du coup, je vais répondre aux questions de M. Moreau, s'il n'y en a pas d'autres. Sur les études scientifiques et sur l'innocuité du THC, si la question est de savoir à partir de quel taux de THC la psychoactivité nuit aux compétences cognitives, la réponse est difficile à avoir. Nous, notre travail s'est basé davantage sur les régulations existantes à l'international. Le THC agit sur le système endocannabinoïde dès les premiers milligrammes et l'altération des capacités cognitives dépend à la fois de chacun et de ses niveaux de consommation. Chez les consommateurs récréatifs, une plus forte dose entraînera moins d'altération que sur un consommateur très traditionnel. La chose la plus rationnelle, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre blanc, c'est de se baser justement sur les exemples étrangers et sur les conséquences de ces réglementations. Alors, on n'ira pas sur le cannabis récréatif parce que c'est un autre sujet, mais certains pays ont franchi le pas et ne voient pas de désastres sanitaires ou de conséquences importantes. Et c'est ce qui nous tend aussi à dire que sur des concentrations moindres en THC et sur l'exemple suisse, notamment avec les 1%, où on n'a pas de conséquences sanitaires à court terme. Sur la deuxième question, sur les différences entre les 70 mg et les 150, nous, notre travail s'est basé sur la quantité à partir de laquelle le CBD commençait à avoir des effets pharmacologiques majeurs, qui était celle de 200 mg à laquelle on a appliqué un rabais. Et c'est pour ça qu'on s'est basé sur 100 à 150 mg, qui sont aujourd'hui des normes qui n'existent pas ni à l'Europe, ni dans aucun des pays. Et c'est pour compléter sur la question des études scientifiques. Je pense que la présentation était un petit peu courte pour qu'on puisse aller dans les détails forcément, mais le livre blanc est particulièrement sourcé sur cette question. Je serais ravi de vous envoyer plus d'informations et de recherches dans le futur, car on en a des nouvelles qui apparaissent assez régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Éric Poget. Merci pour votre présentation. Je vais avoir une question qui va peut-être un peu détonner par rapport à la présentation que vous avez faite et l'état d'esprit dans lequel vous êtes. En tant que spécialiste du sujet, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'outil qui est en train d'être testé, qui est l'amende délictuelle forfaitaire. Elle est testée dans le Val-de-Marne, elle est testée dans quelques villes, elle a vocation à se diffuser. Quel est votre sentiment, vous, d'expert sur le sujet, par rapport à cet outil qui actuellement est en train d'être mis en œuvre? Alors, je laisserai compléter Aurélien qui a particulièrement travaillé cette question. Évidemment, là, on est sur la question du marché de l'usage adulte, ce qui est particulièrement différente, je me dois de le rappeler, de la filière bien-être CBD. Une fois ceci dit, je pense que avec ce nouvel outil, on reste dans une logique de répression. On ajoute une nouvelle étape pour officiellement faciliter le travail des agents de police. Nous, notre observation sur ces questions, notamment par les ILS, qui sont les interpellations liées à des infractions sur la loi des stupéfiants, on voit de plus en plus clairement qui ces ILS concernent. Ce sont avant tout des jeunes urbains issus
de vagues d'immigration successives qui sont français et qui pourtant sont souvent de manière stigmatisante, régulièrement interpellés pour cette question-là. Ce n'est pas souvent le cas derrière, mais ça donne l'outil en tout cas. C'est ce qu'on a permis de continuer à faire avec cette nouvelle amende. Aujourd'hui, je pense qu'on se fourvoie dans cette voie et qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur une réelle évaluation des politiques publiques mises en place depuis les années 70. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'évaluation, il sera impossible de présenter des solutions qui nous permettront d'inverser la tendance, quels que soient nos objectifs d'ailleurs. Est-ce que c'est la réduction du crime organisé? Est-ce que c'est la réduction de la consommation? Est-ce que c'est la réduction de la consommation problématique? Il y a plein de questions qu'on doit se poser, car c'est loin d'être un sujet qui est facile. Je sais que Monsieur le Président a fait de nombreux travaux pour travailler sur cette question, et il a reconnu, il me semble, du manque d'ambition de cette nouvelle mesure. Donc voilà ce que je dirais. Je laisserai la parole à Aurélien sur cette question pour finir. J'allais reprendre effectivement les mots de Monsieur le Président, comme quoi l'amende était un outil qui n'était pas à la hauteur des enjeux. Tout dépend quel objectif on confère à cette amende, mais je doute que le crime organisé soit impacté par l'éventuelle raréfaction de la demande que provoqueraient ces amendes. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un recours au Conseil d'État contre cette amende qui fiche les consommateurs pendant 10 ans avec un fichier qui est accessible par exemple les loueurs de voitures. On pourrait imaginer des situations où on se verrait refuser une location de voiture parce que le nom apparaîtrait sur une infraction stupéfiant, ce qui semble un peu démesuré par rapport à la nature du délit. Un deuxième argument serait que le sens global de l'histoire et tous nos voisins en Europe ont à minima dépénalisé. Ils n'ont pas été laxistes pour autant. Je pense qu'ils ont testé davantage de solutions et ils en sont venus à une solution rationnelle qui était à minima la dépénalisation. Mais la France est le dernier pays à ne pas offrir un accès ou un autre au cannabis. Tous nos voisins le font d'une manière ou d'une autre. Et si on peut revenir sur la question du chanvre bien-être, aujourd'hui, les policiers, si on autorise l'usage de la fleur, aujourd'hui, les policiers n'ont pas les moyens pour distinguer du chanvre à moins de 0,2% de THC du chanvre à plus de 0,2% de THC. Les outils existent pourtant, mais on ne les a pas en France parce que la régulation n'existe pas. Donc, cette amende pourrait aussi être problématique pour l'usage bien-être. Mais je crois que la mission d'information va aussi s'intéresser à la question de la régulation du cannabis à usage adulte. Et je pense qu'on verra émerger des arguments intéressants sur la finalité de l'amende et sur le bilan, néanmoins restreint parce que elle sera tout juste mise en place. Et je crois qu'il y a eu 15 interpellations dans le Val-de-Marne en un mois et demi. On laissera la mission d'information juger du résultat. Il faudrait convoquer les députés qui ont proposé des choses comme ça devant la mission d'information. Mais je précise que le gouvernement a largement dévoyé certaines propositions qui étaient faites par le rapport et notamment le fait que choisir l'amende forfaitaire délictuelle, c'est complexifier en réalité le dispositif d'interpellation. Mais bon, n'entrons pas dans ce débat, mais effectivement, la mission aura à s'intéresser de la pertinence de la politique de lutte contre l'usage des drogues et notamment du cannabis dans sa dernière phase et notamment sous l'égide de notre rapporteure thématique Caroline Janvier. Mais j'ai une question à vous poser un peu dans le prolongement de ça pour avoir justement un peu votre sentiment sur le débat qui va forcément nous irriguer à un moment et donc autant l'aborder maintenant sur effectivement la question de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis dosé en THC, ce que vous appelez le cannabis adulte, mais je me dois de vous faire remarquer qu'il est largement aussi consommé de manière illégale par des mineurs.
Pour le développement de la filière du CBD bien-être que vous échinez, et dans vos publications aussi, à séparer de la notion de drogue et de l'image qu'on peut avoir comme perçue négativement, notamment dans l'espace médiatique du cannabis, quel serait l'impact d'une politique de dépénalisation et de légalisation d'un cannabis dosé en THC? Est-ce que c'est quelque chose qui perturbe le développement d'une filière bien-être parce qu'elle vient percuter, notamment en termes d'image économique, le modèle que vous prenez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous séparez totalement des produits dont vous faites la promotion, dosés en CBD et faiblement dosés en THC? Je vous remercie pour cette question parce que je pense qu'elle est très pertinente. Le travail qu'on a mis en place depuis 1 an avec le livre blanc, puis depuis 3 ans avec le syndicat professionnel du chanvre, c'est justement pour faire émerger cette filière qui n'existait pas auparavant dû au manque de techniques et de connaissances via ces molécules. Aujourd'hui, on a des produits qui offrent un vrai réconfort, qui apportent un appoint important pour des gens qui travaillent toujours de manière plus stressée. On l'a vu parmi les épreuves qu'on a pu passer dernièrement, les risques importants de burn-out, de stress, notamment parmi les personnels médicaux. Ça, c'est quelque chose aussi qui a souvent été tendance à être minimisé. Et je crois sincèrement que les produits au champ bien-être peuvent permettre un mieux-être pour ces personnes, quelles que soient effectivement les raisons pour lesquelles elles vont aller vers ces produits. Une fois ceci dit, je pense qu'il est important de considérer la problématique de cette plante dans son entièreté. Ça ne veut pas dire que derrière, on n'a pas la possibilité de réglementer finement les différentes filières, qui sont au nombre de 4, industrielles, bien-être, thérapeutique, et celle que j'appelle usage adulte, petite précision, parce que c'est le nom qu'on donne à ce marché une fois qu'il est régulé. Car une fois qu'il est régulé, seuls les adultes peuvent en avoir. Ce qui est la grande différence aujourd'hui avec un marché prohibé où en fait on a une décriminalisation de fait pour la majorité des gens qui ont la possibilité d'acheter des produits de piètre qualité, mais s'ils en ont les moyens et qu'ils peuvent consommer, ils le feront chez eux sans être inquiétés. On a une minorité de personnes sur lesquelles s'abat l'application de cette loi, et c'est pour ça qu'elle est fondamentalement inéquitable. Je vais m'arrêter là sur la question du récréatif/usage adulte, mais je pense que c'est évidemment extrêmement fondamental que la mission d'information se soit saisie du sujet et puisse en débattre dans les mois qui viennent. Et pour compléter, pour ma part, ces séparations qu'on fait entre les différents usages n'existent que parce qu'on ne prend pas le sujet dans son entièreté, comme Benjamin l'a dit. Ce qu'on voit à l'étranger d'ailleurs, et dans les États américains les plus en pointe sur le sujet, c'est qu'on a d'abord cherché à réguler le THC, et puis maintenant le CBD. La France et l'Europe à plus grande échelle fait l'inverse, puisque le THC est toujours interdit, n'en est pas moins consommé, mais il existe une opportunité de marché sur le CBD. Et c'est pour ça qu'on attaque aujourd'hui, et en France c'est le cas également, par une régulation du marché du CBD, et le THC vient ensuite. Donc on a un sens de l'histoire qui est un peu différent en fonction de la géographie. Ce qu'on voit à l'étranger, c'est que le marché du THC s'oriente en partie vers le CBD, que certaines personnes en fait qui ne tolèrent plus ou qui ne veulent plus de la psychoactivité du THC s'orientent vers des produits qui ont sensiblement les mêmes goûts et la même manière de consommer, mais sans les effets psychoactifs. Donc, je ne suis pas sûr que le marché du THC représente une menace pour le CBD, mais davantage une opportunité. Ce qu'on voit aussi sur un marché récréatif, c'est que la majorité des consommateurs cherchent quand même à avoir des variétés équilibrées en THC et en CBD. Le CBD amoindrissant, lissant les effets du THC, on a des effets qui sont largement plus convenables et plus agréables quand on a des variétés équilibrées en deux cannabinoïdes plutôt que des variétés extrêmement chargées en THC.
Donc le jour où on a une régulation globale, ces produits sont gérés comme des produits traditionnels et classiques, et le marché, les dynamiques de marché font plutôt bien les choses et équilibrent ces consommations. On aura un secteur d'une certaine taille du CBD, un certain secteur d'une autre taille du THC, et qui sont des secteurs complémentaires selon moi. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ou questions, je vous remercie de C'est nous qui vous remercions. votre présence, d'avoir répondu à notre audition, à nos questions. Et bien à bientôt. Et nous sommes à votre écoute s'il y a des éléments nouveaux que vous voulez porter à notre connaissance durant les mois dans lesquels la mission va se poursuivre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci vous deux. Merci. Bon après-midi. Et je suspends la séance pour 5 minutes avant l'audition suivante.